on peut commencer, Justin, si Oui. tu es prêt. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Tout le monde nous entend? Super, merci. Bienvenue aujourd'hui. C'est ce qui démarque, c'est ce qui débute nos rencontres régionales. Euh, c'est particulier un petit peu plus cette année. On a invité aussi les intervenants à notre webinaire de mi-parcours. Normalement, on les invitait plus dans l'avant-midi durant les rencontres qu'on fait en région. Par contre, cette année, les rencontres étaient plus axées sur des consultations, sur vos besoins, puis ce que vous attendez de votre organisation. Donc, quand on fait des sondages sur les tournées, on les regarde, puis on essaie de s'ajuster. Puis souvent, il y a des parties que les intervenants trouvaient que c'était moins pertinent pour eux. Fait que là, on a regardé ça, on a dit, ça va peut-être être un petit peu moins pertinent pour les intervenants. Puis, par contre, on veut garder une proximité, puis qu'on veut que les intervenants soient au courant aussi de ce qu'on fait. Donc, je pense qu'avec le webinaire mi-parcours, ça dit un petit peu ce qu'on a fait durant l'année, sur quel dossier on travaille, puis s'il y a des questions, on est aussi là pour y répondre. Donc, dans le webinaire, on essaie de donner de l'information qu'on pense qui est pertinent pour les membres, parce qu'on est quand même une organisation qui est collective puis participative. Donc, je pense que ça va de soi qu'on fasse une petite reddition de compte à nos membres sur ce qu'on fait dans l'organisation. Par contre, si vous voyez qu'il y a de l'information qui est peu pertinente ou s'il y a une façon qu'on pourrait la présenter qui serait plus pertinente, il ne faut pas vous gêner pour nous l'écrire. Puis c'est à partir de ça qu'on est capable de s'améliorer puis faire quelque chose qui est intéressant pour vous. On ne veut pas vous mobiliser un avant-midi pour rien, on veut que ça serve à quelque chose. Donc, pour prendre juste les petites fonctionnalités de base là, dans Zoom, là, je pense que ça fait 2-3 ans qu'on l'utilise beaucoup. Par contre, c'est juste des fois des petits rappels. Les micros sont fermés pour éviter les bruits de fond involontaires afin de mieux gérer les droits de parole. Si un paquet de monde ouvre le micro, vous allez entendre sciller, puis il n'y aura rien d'agréable là-dedans. Utilisez la fonction lever la main à partir du bouton réaction au bas de votre écran. Et là, on va activer votre micro. Ouvrez vos micros et caméras pour prendre la parole à partir des boutons en bas à gauche de votre écran. Alors, l'ordre du jour proposé aujourd'hui, le mot de bienvenue, le suivi du plan d'action, le suivi du budget, où on en est rendu là-dedans, la collaboration aux différents projets, donc tout l'ensemble des projets sur lesquels on collabore. Des fois, on a l'impression qu'il ne se fait pas grand-chose chez BIA, mais quand on regarde tous les petits projets, on doit finalement, il y a pas mal de travail. Clôture de la rencontre. Donc, on prévoit terminer vers midi, donc c'est un petit avant-midi ensemble. Donc, la présentation de l'organisation. Donc, c'est qui l'organisation? C'est d'abord des membres. Donc, c'est 68 organisations membres. Si on regarde par rapport à l'an passé, l'année passée, c'était 70. Je voulais vous donner un petit suivi. C'est le fun d'avoir des chiffres, mais on augmente-tu, on baisse-tu? C'est quoi qui se passe avec ça? Donc, 2 organisations de moins que l'an passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une fusion au centre du Québec. Puis, il y avait aussi l'UPA Chaudière-Appalaches qui avait un service en transfert. La conseillère est partie, donc il n'y a plus de service, donc ils sont plus membres. Donc, c'est 68 organisations membres cette année, 61 organisations en agro-environnement et services techniques, 7 organisations en transfert de termes, 12 en gestion. Donc, si le chiffre n'arrive pas à 68, vous avez compris que c'est parce qu'il y en a pour 2 ou 3 services. 9100 producteurs desservis. Si on regarde par rapport à l'an passé, on est à 9500. Donc, on voit qu'il y a une petite baisse un petit peu du nombre de producteurs. Bon, des fois, ça peut aller aussi avec le nombre de producteurs. Il y a de moins en moins de producteurs au Québec. On essaie de faire du développement, mais il y en a moins. Si on regarde juste notre même taux de pénétration, on reste pareil. On va le revoir tantôt le taux de pénétration. Par contre, on va le relativiser aussi. Donc, les personnes qui travaillent dans nos organisations, autour de 130 techniciens, 325 conseillers, 80 personnes en soutien administratif. Donc, le nombre de ressources totales dans nos organisations, c'est 490 personnes
que vous avez déclarés qui travaillent dans nos organisations. Donc, 330 qui travaillent en agro, 9 en transfert et 73 en gestion. De quelle façon ça se répartit pour la parité, 75% de femmes et 25% d'hommes. Donc, c'est des organisations en majorité féminine. Le conseil d'administration, donc, bon, si vous voyez dans le coin en haut, le président, c'est moi-même, Ghislain Pillon. J'ai mes 2 vice-présidents, Guillaume Barrette du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est comme premier vice-président, et Serge Boivin, deuxième vice-président, au Centre du Québec, Mauricie Estrie. Les autres administrateurs qui représentent les régions, on a Pierre Baudouin qui représente Capitale-Nationale, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches. François Brien qui représente la Naudière, Outaouais-Laurentides, la Naudière, Ontario. On a Pascal Hudon qui représente le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Pierre Vachon qui représente Abitibi-Témiscamingue et Joanne Van Rossum qui représente la Montérégie. On a aussi nos postes cooptés, donc pour la représentation de la FRAC, c'est Mégane Jarry. Pour l'UPA, c'est la deuxième vice-présidente, qui est Stéphanie Levasseur. Et pour les CREA, c'est Sophie Lévesque. On a nos personnes ressources qui sont très importantes pour approvisionner le conseil d'administration avec la réalité terrain. Gabriel Bourgeois qui représente l'agro-environnement. Isabelle Charret qui représente la gestion, Brigitte Paré qui représente le transfert de termes et relations humaines, et Nathalie Simard qui représente l'encadrement technique. Donc, je vais laisser Hélène présenter son équipe, mais j'aimerais vous présenter notre nouvelle directrice générale, Hélène Gendreau. Donc, plusieurs la connaissent. S'il y en a qui ne la connaissent pas, ben, on avait la chance de l'avoir déjà à l'interne. Elle a fait toutes les preuves qu'il fallait faire pour être capable de postuler sur le poste de directrice générale. On était très contents qu'elle postule sur le poste. On savait qu'on avait la meilleure personne. Ouais, merci. Merci, Ghislain. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour une première fois pour le webinaire Mes parcours en tant que directrice générale. Donc, ça me fait plaisir aussi de vous présenter l'équipe de VIA. Ça a été une année avec des départs, des nouvelles arrivées, donc quand même beaucoup de changements. Mais certains visages que vous allez reconnaître, là, je vais commencer par Éric Baudouin, qui est conseiller en agro-environnement, c'est notre expert VIA Fertier, qui est là depuis quelques années. Michel Boudreau, qui est chargé de projet TI, donc qui est également là depuis quelques années, que vous connaissez certainement, là, qui chapeaute tous nos projets de développement de logiciels. Un petit nouveau, vraiment tout nouveau d'hier, qui est arrivé dans l'équipe hier, Jérémy Capiello. Il va être chargé de projet, oui, qui est avec nous d'ailleurs ce matin. Bonjour. Donc, chargé de projet, plus spécifiquement aux événements. En fait, c'est mon ancien poste que j'occupais depuis 2020. Donc, on est très content de l'accueillir dans l'équipe. Paola Oyas, qui est adjointe à la direction, qui est là depuis quelques mois seulement. Donc, nouveau visage. Vous allez voir aussi là, de plus en plus de courriels vous parvenir de Paola. Donc, peut-être reconnaître son nom. Là, je sais qu'il y a on reçoit beaucoup de courriels dans notre boîte courriel. Donc, quand c'est Paola, ça vient de VIA. Isabelle Daigle, qui est adjointe aux communications avec nous aussi depuis plusieurs années. Léa-Marie Martin, un nouveau visage aussi dans l'équipe. Depuis la même journée que je suis devenue directrice générale, Léa Martin est arrivée dans l'équipe comme conseillère en agroéconomie. Ça va être la relève de Ginette. On sait, je pense que c'est connu, on sait que Ginette prévoit sa retraite là, dans la prochaine année. Donc, on voulait embaucher quelqu'un qui puisse côtoyer Ginette pendant là, le plus longtemps possible, plusieurs mois, parce que c'est beaucoup de connaissances et d'expertise en Ginette, donc on voulait donner la chance de bien la remplacer. Et enfin, Ginette Moreau, qui est avec VIA, avec les GCAQ, avec la Fédération des syndicats de gestion aussi, donc qui est là depuis plusieurs années dans la formule, qui est conseillère en agroéconomie. Donc, voici pour l'équipe. On a aussi un autre poste qui est affiché en fait d'adjointe administrative. Donc, ce sera un nouveau venu là, à accueillir dans l'équipe éventuellement.
Donc, je te laisse la parole, Ghislain, pour le portrait des régions. Oui. Attendez, je vais acheter juste avant ça. Voilà. Donc, le portrait des régions, on peut passer assez rapidement, mais pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 2 organisations membres avec 168 entreprises couvertes. Donc, ce que j'aime bien, c'est de voir un petit peu le taux de pénétration de nos services dans les régions. Ça nous donne un petit peu l'aperçu. On est capable encore de faire du développement ou c'est assez complet. Donc, pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 28%. Par contre, ce qu'il faut relativer, c'est que c'est par rapport au siège social de l'organisation. Donc, il y a des organisations, des fois, qui vont couvrir plus qu'une région. Ça n'en tient pas compte. Puis, il y a des régions, des fois, qui peuvent sembler moins bien couvertes. Par contre, sont couvertes par d'autres organisations qui couvrent la région. Ça, c'est juste le petit bémol à ce niveau-là. Montérégie, ben, c'est toujours beaucoup d'organisations, 24 organisations membres de VIA, pour un taux de pénétration quand même de 39%. C'est une grosse région, beaucoup de producteurs, 6700 producteurs, mais c'est bien couvert avec 39%. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 organisations membres, 50% de couvrement du territoire. Donc, c'est très bien couvert avec les 2 organisations. Centre du Québec, 7 organisations membres, c'est 25% de taux de recouvrement de la région, donc 768 entreprises sur 3071. En Estrie, 2 organisations membres pour 22% de taux de recouvrement. Mauricie, 2 organisations membres, c'est 27% taux de recouvrement. On a Capitale-Nationale, c'est 1 organisation membre, donc 9%. C'est sûr qu'à une organisation, pour couvrir toutes les entreprises, tu pédales un peu plus. Chaudière-Appalaches, 8 organisations membres de VIA, 38% de taux de recouvrement, donc encore une très grande région avec 5400 producteurs, mais c'est bien couvert. Côte-Nord, 1 organisation membre, c'est malgré une organisation, il y a beaucoup de producteurs, 99 producteurs sur la Côte-Nord, mais c'est 47%, donc c'est bien couvert. La Naudière, 1 organisation membre, c'est 175 entreprises agricoles desservies sur 1500, donc c'est 11%. C'est une organisation, je pense qu'il y a eu beaucoup de pertes de membres, là. Des fois, c'est des conseillers qui partent avec les membres, c'est difficile. Outaouais, 2 organisations membres de VIA, 125 entreprises sur 945, donc on a 13% de recouvrement. Et Laurentides, 4 organisations, 375 entreprises sur 1226, fait 31% de recouvrement. Donc, ça peut vous donner un petit peu l'idée de s'il y a encore du potentiel de développement dans vos régions. Il y a une question, excusez-moi, dans le chat, le recouvrement est seulement calculé basé sur le nombre d'entreprises. Est-ce qu'on a la donnée basée sur la superficie, par exemple? C'est seulement basé sur le nombre d'entreprises, en effet. Là. On n'a pas la donnée sur la superficie. Peut-être ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir à regarder. Là, Je pense qu'on serait capable d'avoir la superficie de chaque région. Par contre, là, ça serait encore des questions qu'on vous demanderait de répondre parce que là, sur les superficies que vous couvrez, on aime ça essayer de donner un portrait, mais on ne veut pas vous assommer avec un paquet de questions, là, mais si c'est des choses que vous trouvez pertinentes, on pourrait faire la recherche. Puis, par contre, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail de votre part aussi. Ouais. Là, on demande qu'en est-il du Bas-Saint-Laurent, c'est la prochaine diapositive. En fait, là, j'avais interrompu pour la question. Je pense qu'il y avait une question concernant Laval. Ouais. Laval, c'est couvert, je pense, par il y en a une petite note là-dessus. À Laval-Montréal, il n'y a aucune organisation membre. Puis il y a 161 entreprises agricoles dans la région, mais il y a peut-être des organisations qui vont prendre le service là, par exemple. Je pense que la Naudière, je pense que c'est le groupe de la Naudière qui vont dans cette région-là, je suis pas très bien. Bas-Saint-Laurent, oui, il y a 10 organisations membres, c'est 55% de taux de recouvrement. C'est très bien couvert dans le Bas-Saint-Laurent. Gaspésie-les-Îles, une organisation, c'est 18%.
Donc, 45 entreprises sur 248. Donc, un petit peu, tu sais, si on veut regarder bon, le taux de pénétration, ben, tu sais, ça s'est-tu amélioré, ça s'est-tu détérioré? Donc, c'est un petit peu le travail qu'on a fait pour vous donner un peu le comparable d'une année à l'autre. Donc, ça se tient un peu. Par, par contre, dans la plupart des régions, on voit une petite diminution, une augmentation de 1% à Montérégie. Les autres régions, il y a une légère diminution, mais c'est certain qu'on a vu qu'il y avait une diminution aussi du nombre total de producteurs. Il y a des producteurs qui abandonnent la production. Les terres sont reprises par d'autres producteurs, des fois qui sont membres. Donc, effectivement, que la question de tantôt par rapport aux superficies, peut-être que ça nous donnerait un meilleur aperçu si on couvre un peu plus. Moyenne des membres clients par organisation, bon, c'est sûr que ça dit ce que ça dit, là. Il y a certains trouvent ça pertinent. Ça vous aide juste à vous benchmarker par rapport à la moyenne. L'UTB, 84 membres par organisation, Centre du Québec, Estrie-Mauricie, 149, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, 220, Outaouais-Laurentides, Lanaudière, Ontario, 94, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, 100, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 299, et Montérégie, Excuse-moi. 109. Donc, c'est sûr que ça donne juste une moyenne. Par contre, des fois, juste une grosse organisation va faire monter une moyenne, mais ça donne pas nécessairement l'écart type. Donc, ça mettrait fin au portrait régional. Est-ce qu'il y avait des questions à ce niveau-là? S'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on vous présente, des fois dans les tournées, ben, vous avez juste à nous le décrire, puis ça va nous faire plaisir d'essayer de vous faire un portrait par rapport à ce que vous souhaiteriez être capable de décrire. Donc, on va y aller avec le suivi du plan d'action. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est le plan d'action qui vous avait été présenté, je crois, à l'AGA. Donc, on fait un suivi à savoir là où on en est rendu à ce niveau-là. Vous l'avez entendu lors de la présentation d'équipe, il y a beaucoup l'équipe change. Il y a eu des départs, il y a eu des nouvelles arrivées, donc il faut prendre le temps d'intégrer ces gens-là, de leur laisser la chance d'apprendre des connaissances, de maîtriser leur nouveau poste. Donc, ça va super bien. On a une belle équipe. C'est juste qu'on a fait une réflexion au niveau du plan d'action. Il y a certaines choses qu'on va devoir reporter pour prendre le temps là, de bien intégrer tout le monde et de consolider toutes ces nouvelles personnes-là. Donc, vous allez voir, ce qui est rapporté au plan d'action, ça a été présenté et accepté par le CA du mois de septembre 2023. Donc, c'est quelques activités, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais avec le plan d'action pour l'axe 1, dynamisation du réseau. En fait, on a au niveau de la promotion des organisations. On vise à étendre les services dans toutes les divisions, pour toutes les productions sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, je vous dirais, là, en continu. Alors, on essaye là, de vous appuyer là-dedans du mieux qu'on peut. Promouvoir le travail dans les organisations membres. Il y a eu, entre autres, l'objectif qu'il y avait cette année, c'était de faire des vidéos promotionnelles sur les services conseils. Ça a été réalisé. Ils ont été présentés au congrès 2023. Donc, il y a 4 vidéos qui ont été faites là, pour les secteurs agro, environnement, gestion, encadrement technique, puis transfert. Donc, ces vidéos-là sont disponibles, sont sur nos réseaux sociaux, mais en tout cas, vous pouvez aussi, si vous voulez les utiliser, nous contacter ou entre autres Isabelle. Il y avait aussi le projet de promotion de la profession dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, c'est un projet on a obtenu un financement au niveau du CPMT. Par contre, on a dû mettre une pause malgré que l'entente était signée. Ils nous ont comme fortement recommandé de travailler avec des professionnels en communication. Donc là, il faut comme tout revoir un peu ce qu'on avait planifié.
ce qu'on avait déposé dans le projet. Donc là, on a mis une petite pause là-dessus. Il y a juste une région quand même où on est allé, on a fait un organisé parce qu'on était quand même assez avancé pour l'organisation de l'activité dans cette région-là, donc on a décidé de la maintenir. Donc, il y a des étudiants niveau collégial qui sont allés visiter 4 entreprises. Ils ont rencontré des conseillers, des producteurs qui ont parlé de c'est quoi être conseiller, c'est quoi être technicien, puis le producteur, pourquoi, qu'est-ce que le producteur, lui, ça lui apportait par rapport avec une formule de groupe. Donc, ça, pour l'instant, c'est un peu mis sur pause. On va un peu retravailler notre projet à la demande de l'organisme subventionnel. Ensuite, on avait concevoir des espaces d'échange entre les organisations membres pour du co-développement, de l'échange, de la discussion. Ça se fait à la demande. Ça se fait beaucoup, je vous dirais, le secteur qui le fait le plus, c'est le secteur en gestion, où là, il y a des rencontres entre conseillers techniciens. Peut-être 8 fois par année, peut-être, là. C'est pas tous les mois, mais c'est quand même assez souvent. Je trouve que je vais mentionner cette année, là, c'est beaucoup grâce au travail du comité, mais particulièrement d'Isabelle Charret, où il y a vraiment une belle dynamique qui s'installe, où ils sont allés chercher chacune des régions, des groupes qui présentent un exemple de cas qui est peut-être un peu plus difficile, puis là, tout le monde peut échanger, peut s'appuyer, s'entraider. Il y a peut-être déjà des gens qui ont vécu la même chose. Fait que je pense que c'est des rencontres qui sont très appréciées. Donc, c'est vraiment des rencontres qui sont là. L'IA est vraiment là pour vous accompagner, mais c'est par le secteur et pour le secteur. Donc, c'est vraiment, je pense, des belles rencontres. Ça pourrait se faire dans les autres secteurs. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de demande, mais ça pourrait se faire. Mettre en place un véhicule de promotion des services en transfert et relations humaines dans le réseau et auprès des producteurs. Ça, on a travaillé avec le comité transfert à ce niveau-là. On a élaboré un plan de communication. Là, il y a peut-être, il y avait là, la prochaine étape, c'est de faire un webinaire. Donc, on travaille avec les conseillers, conseillères en transfert à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a une charge de travail pour tout le monde. Donc, on essaie de planifier ça là, pour que ça se réalise. Il y avait des activités prévues pour 2023. Je pense que ça va aller à 2024 là, pour ce qui est de la partie webinaire. Au niveau des communications, mettre à profit le matériel vidéo pour la promotion d'événements, d'organisation et des services, ça aussi, c'est en continu là, avec les vidéos qui ont été réalisées. Si j'y vais avec l'axe 2, en fait, il y a le service aux organisations. Donc, au niveau du soutien des organisations, on a soutenir les organisations dans les ajustements découlant du nouveau programme des services conseils. Ça, c'est en cours. Catherine, avant de quitter, elle avait fait un tableau comparatif qui a été partagé au réseau entre l'ancien programme et le nouveau. On a aussi des démarches auprès du MAPAC qui ont été amorcées puis qui sont en cours. Ça fait aussi partie des choses qu'on veut vous consulter lors des tournées. Donc, ça, c'est en cours. Il y a aussi, en fait, la formation en lien avec le changement climatique. C'est un projet qu'on a travaillé beaucoup cette année avec AgriClimat. Donc, on a réussi avec AgriClimat à développer une formation pour les conseillers en agro-environnement techniciens pour que ceux-ci puissent soit en mesure de faire un diagnostic de lutte contre les changements climatiques sur les entreprises agricoles. Donc, c'est un beau partenariat avec AgriClimat. La première cohorte est terminée. Je pense qu'il reste juste là à ceux qui ont participé à terminer leur étude de cas, mais c'est pas mal terminé. La deuxième cohorte commence ce matin même. Donc, ça va quand même assez bien. La première cohorte, on donne toujours, c'est un projet de VIA, donc c'est la priorité à nos membres pour la participation là, des gens qui veulent s'inscrire. La première cohorte était de 28 personnes, c'était 100% des membres de VIA. La deuxième cohorte, on a 23 personnes. Puis je crois qu'il y a 3. On a laissé la priorité aux gens, là, aux membres de VIA pour s'inscrire. Il y a une vingtaine de personnes de VIA, puis je crois 3 conseillers là, qui sont dispensateurs dans les réseaux qui conseillent. Au niveau de représentation politique, intervenir auprès des différents ministères pour des enjeux problématiques, ça se fait selon les dossiers puis aux besoins. Au niveau des formations, on a des formations annuelles qui vont être la semaine prochaine. On a des beaux groupes, il y a des groupes qui sont complets même, donc ça va quand même assez bien. On a 4 jours là, qui vont être offerts là, la semaine prochaine. C'est 4 jours, mais c'est 5 formations parce qu'il y a une formation où il y a 2 journées là, simultanément. Au niveau des pépinières de formation, printemps et automne ont été réalisés cette année. Donc, ça aussi, là, ça a été fait.
Au niveau du soutien RH, il y avait comme projet de garnir le coffre à outils des organisations au niveau des ressources humaines. Ça fait partie des choses qui ne sont pas abandonnées, mais qui sont reportées, vu les changements là, dans l'équipe. Donc, il y avait différents projets à ce niveau-là. Ce sera probablement des activités où il faudra aller chercher là, peut-être de l'aide au niveau externe là, pour nous aider à faire avancer ces dossiers-là. J'y vais avec l'axe 3, qui était au niveau du développement d'outils, qui sont tous les outils, entre autres les logiciels qui sont soutenus par Viapol. Donc, promouvoir l'utilisation de Viaferti auprès des non-utilisateurs, ça c'est en cours. C'est un travail. Il y a quelques non-membres aussi qui ont commencé à utiliser l'outil. Au niveau de la réforme de Digitel, bon, je pense que vous avez suivi le processus. Il y a eu des consultations, il y a eu un vote à l'AGA 2023. Ensuite, on est allé en appel d'offres, on a choisi le fournisseur qui est Valiant et les travaux ont commencé. Donc, on est encore dans la phase de conception-démarrage, mais il y a des travaux qui se font. Ginette, Léa-Marie, on a aussi impliqué une conseillère dans le projet. Ils ont des rencontres hebdomadaires avec le fournisseur. Ça va pas être comme ça tout le temps, mais pour l'instant, pour la phase conception-démarrage, là, il y a vraiment là, des travaux. Les travaux sont amorcés, c'est clair. Pour ce qui est de la refonte des rapports d'analyse de Viagritel et aussi il y avait aussi développé une plateforme requête pour les données combinées agro-environnement et gestion. Ça, ce qui était prévu, c'était l'analyse préliminaire du projet. Ça a été amorcé, peut-être pas 100% complété, mais c'est en cours. Au niveau de développer tout autre outil informatique jugé nécessaire par nos membres, ce serait selon la demande. Même chose pour acquérir des outils là, développés par les groupes, là, ça serait aussi là, selon les occasions qui se présentent. Là, je vais juste jeter un petit coup d'œil à mes notes. Là, je ne veux pas oublier de rien vous dire. C'est vrai au niveau des outils informatiques à prévoir en 2024. Ça a été repoussé. Ça devait être un chantier de 2023, mais ça a été repoussé. C'est de revoir la tarification de Viaferti. Ça fait partie des prochains chantiers. Et aussi, probablement, avec la venue de Budgetel, il y aura un exercice comme ça qui devra se faire avec pour Viaferti et Budgetel. Au niveau de l'axe 4, le dernier axe, là, vous voyez, il y a quand même plusieurs activités de reporter. L'axe 4, c'est la dynamisation de VIA, donc c'est plus des activités à l'interne, vous direz. Mais on avait quand même au niveau de la promotion de VIA comme projet d'actualiser le plan de commandite ou d'essayer de faire un plan de commandite qui regrouperait toutes nos activités. Ça, c'est reporté. Bonifier le rôle des représentants régionaux qui sont sur le CA envers VIA et envers les organisations. Comment mieux faciliter la communication finalement entre les membres et les représentants régionaux pour que l'information vienne à VIA et vice-versa. Donc, il y aurait une réflexion à avoir là-dessus. Un peu le même principe pour les comités services conseils, comment les utiliser mieux et plus peut-être. Donc, ces comités-là, il y a des réunions qui se font 2 fois par année, on présente ce qu'on fait, on en est rendu, on les consulte. Aussi, eux nous amènent de l'information de nos membres, mais est-ce qu'il y a une façon où on pourrait mieux les utiliser? Donc, voilà, c'est une réflexion qui sera faite. Au niveau du conseil d'administration, il y avait différents points, là, entre autres organiser une activité ou une rencontre par année entre les administrateurs et les employés. Ça a été fait, il y avait un petit dîner là, qui s'est fait l'année passée. En 2022, je pense qu'on avait fait la planification stratégique, donc on avait été ensemble, on avait passé 2 jours ensemble. On avait appris à se connaître un peu plus là, au niveau des employés du CA. Cette année, on a fait un dîner, là, il y a eu un CA qui s'est fait à Longueuil, donc on a invité les employés à dîner avec les membres du conseil d'administration. Optimiser les communications entre les élus. Est-ce qu'il y aurait une façon de maximiser, de mieux faire les choses finalement? Même chose pour la disponibilité des documents au CA. Le présentement, tout est envoyé par courriel. Est-ce qu'il y aurait une façon de mieux faire les choses, mettre en place, utiliser un site où on va déposer les documents? Voilà. Puis revoir la politique de rémunération des administrateurs qui faisait aussi partie des projets. Tout ça, c'est pas abandonné, comme je vous dis, mais c'est sûr que c'est reporté. Au niveau des ressources humaines, chez VIA, dans l'équipe de VIA, dynamiser les relations d'équipe. Donc, peut-être faire un petit peu plus d'activités entre les employés, fêter les réussites. Là, ce qu'on s'en vient super bon, c'est accueillir les nouveaux. Hein? Là, à chaque fois qu'il y a un nouveau, on prend le temps en fait, même l'équipe, normalement, on est en travail au bureau mardi, mercredi, jeudi, télétravail lundi, vendredi. Quand on accueille une nouvelle personne, pour pas que la personne soit toute seule chez elle le lundi, sa première journée, c'est un peu plat. Donc, tout le monde vient au bureau le lundi. Puis on prend le temps d'aller prendre un petit café, une petite collation avec la personne, de jaser pour mieux se connaître. Enfin, bref, bon, c'est une petite chose qu'on a ajoutée dans l'équipe pour bien accueillir les gens.
Autre point aussi, satisfaction des membres. Donc, sonder aux 2 ans la satisfaction des membres là, face à l'IA. Ça, je pense qu'il y avait peut-être un projet de le faire en 2023, ça va être reporté à 2024. Donc, je regarde si je ne pense que j'ai oublié le mot. Est-ce qu'il y aurait, là, je vois qu'il y a un commentaire dans le chat, puis en même temps, est-ce qu'il y aurait des questions sur le suivi du plan d'action? OK. Là, le commentaire qui est là dans le chat, c'était par rapport à la présentation des régions. Donc, pour l'an prochain, nombre de clients par conseiller, ce serait peut-être intéressant. C'est le fun de se comparer. OK, parfait. Merci pour le commentaire. Puis, Patricia, tu avais une question. Oui, je voyais dans le premier axe, je ne sais pas si tu peux le remettre à l'écran, par rapport au PSC, je voyais beaucoup de choses d'accompagnement pour le nouveau PSC, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose, j'imagine, vous allez peut-être en parler plus tard, parce qu'il y a des irritants majeurs dans le nouveau PSC, est-ce qu'il y a encore des représentations qui sont faites pour améliorer ces irritants-là, ou c'est de toute façon, c'est canné et il n'y a plus rien à faire? C'est... Bon, il y a eu des représentations faites. Il y a certaines consultations qui vont se faire aussi en tournée régionale. C'est ce qu'on a mentionné là, quand on a rencontré le MAPAC. Puis on veut leur revenir là, avec les impacts que ça peut avoir là, sur le programme sur nos membres, puis les les différentes problématiques que nos membres vivent en région. Fait que oui, on a prévu une rencontre en mi-janvier, probablement. Merci. Denis? Moi, je voulais juste vous aviser qu'hier, le coordonnateur du réseau Guy Conseil Saguenay-Lac-Saint-Jean m'a écrit. Puis on s'est parlé dans l'après-midi, on a eu une rencontre. Le budget régional est épuisé. Donc, l'enveloppe régionale, il y en a plus. Il y a plein de contrats qui ne sont pas signés non plus d'éléments qui ont été réalisés avant, parce que le réseau est parti tellement tard que on a continué à faire des services conseils, de sorte que le coordonnateur n'est pas capable d'honorer les contrats qui sont actuellement, qui ont été réalisés. Ceux qu'on va réaliser, ben là, on a un problème parce qu'il n'y a plus d'argent. Il y a une rencontre d'urgence du CA jeudi cette semaine. Il y a ce qu'on s'est fait dire, c'est que le MAPAC aurait donné une marge de manœuvre pour utiliser le fonds régional parce qu'on réserve. Apparemment qu'il pourrait y avoir des déplacements d'argent d'une région à l'autre, ce qui n'était pas supposé se faire au départ, mais apparemment que oui. Puis, ça va être difficile probablement. Puis, selon son calcul, il y a des régions qui c'est bizarre parce que les allocations auraient augmenté. Comme la nôtre, on a été amputé d'1,5 million de dollars dans l'utilisation juste de l'année passée, là. Le budget de l'année passée versus celui de cette année, réseau. On parle d'1,5 million de moins. Nous autres, il y a une résolution qui est sortie au congrès de l'UPA la semaine passée. J'ai mentionné à notre coordonnateur que s'il y avait besoin de pression politique, on pourrait peut-être, nous, faire quelque chose là, avec VIA, puis alerter un peu le président régional. Mais je peux dire que moi, j'ai dit, écoute, là, on est sûrement capable de vivre l'année, à la fin de décembre, même pas une tonne de contrats, mais il faut au moins honorer ceux qui sont avancés, puis les fermetures, puis certains livrables en agro-environnement aussi. Mais ça vous donne un peu là l'envergure de la nouvelle mouture du programme qui n'est pas à la hauteur des besoins. Ça fait que je voulais vous l'aviser, on est la première région à atteindre cette limite-là. Ça fait qu'on a une belle relation avec le réseau. C'est quand même inquiétant, là. Tu sais, comme gouvernant, c'est quand même inquiétant je vais l'annoncer à mon CA demain. C'est pas le fun à vivre, là, cette réalité-là. C'est bien compris. Je suis quand même étonné de voir qu'il y a des contrats non respectés. C'est particulier. Juste une petite question pour Oui, vas-y, Patricia, vas-y. Denis. Est-ce que le CA dans votre région, est-ce que le réseau dans votre région avait gardé les bonifications régionales ou ils les avaient enlevées? Aucune bonification régionale. En plus, OK. Et si notre budget est amputé d'1,5 million, ça peut Nous pas autres, aller bien, là. en Montérégie, c'est 1 million Que, de moins qu'il y a, là, tu sais, mais c'est ça. Les budgets sont amputés, puis les enveloppes sont fermées, donc il n'y a pas de marge de manœuvre, là, finalement, tu sais, donc
Oui, mais merci de nous en informer, là. Il y a Martin, je pense, qui avait la mélodie. Oui, bien, juste pour votre information, là, je vais essayer de vous rassurer un peu là-dessus. On est très au fait de la situation, mais pas personnellement, là, mais les autorités au ministère, là, c'est une des choses qu'on a remarqué là, tout de suite là, par rapport au budget. Puis je peux vous assurer, c'est pas. On n'a pas vu ça dans d'autres régions du Québec. Là. C'est pas. Normalement, là, il y a des sommes suffisantes. Excusez-moi, je suis dérangé. Mais les montants sont suffisants cette année, là, normalement, pour couvrir tous les besoins. Donc, on espère que c'est particulier. C'est une situation très, très particulière seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est en train de regarder des solutions, mais je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir pour les budgets provinciaux. Normalement, il y a de l'argent dans le programme Service Conseil pour cette année, puis vous n'avez pas à vous en faire là, outre mesure. On est déjà au courant de la situation. Parce que quand on a rencontré le MAPAC, on a fait savoir, ben, on trouvait précipité de fermer les enveloppes par réseau. Là. Parce que, on l'a vu dans le portrait des régions, là, on a une diminution là, du nombre de producteurs qui est couvert. On n'est pas en train de faire exploser ce Service Conseil. Et, ce qui a été démontré l'an passé, ce qui faisait dépasser les enveloppes, c'était les bonifications de 85 Il n'y en a plus. La plus grosse majoration est à 65 fait que ça fait un gros changement là, au niveau de l'utilisation des enveloppes. Nous, ce qu'on a dit, pour les 2 premières années, on peut peut-être laisser l'enveloppe ouverte par réseau, ça va empêcher l'overbooking de tous les groupes pour être sûr de ne pas manquer d'argent en fin d'année. Puis après ça, être obligé de désengager des argents au mois de décembre. Il est trop tard pour prendre des contrats au mois de décembre. Là. Fait que, si après 2 ans, on voit qu'il y a une explosion des services conseils, on pourra fermer ça par réseau. Là. Mais là, c'est comme précipité là, de fermer les enveloppes par réseau. Il y a des régions qui se développent, il y en a d'autres que les services diminuent. Puis là, ben, on va sécher de l'argent avec ça. Là. Mais ça, on pourra en reparler là, quand on fera le tour des régions. Patricia, c'était-tu ta main qui était restée levée ou tu avais un autre commentaire? Vas-y. Juste, bébé commentaire, tu sais, nous autres, on parle encore de développement dans notre plan stratégique. Le MAPAC, non. Le MAPAC, il vient de mettre un gros coup de break, là. Donc, en tout cas, c'est Avec, peut-être. avec le PAD, ils veulent qu'on accompagne tous les producteurs, mais là, les clubs ne sont pas en train de vouloir aller chez les nouveaux producteurs, ils sont juste en train de vouloir desservir les producteurs qui ont déjà. On trouve que c'est la fermeture des enveloppes des réseaux, c'était précipité un peu. Là, je pense qu'il y aurait eu lieu d'attendre de voir un peu comment se situent les services conseils. Si on diminue le taux de subvention par producteur, c'est pas ça qui va faire exploser les services conseils. Là, à un moment donné, il faut être conséquent aussi. Il me semble qu'ils n'ont pas de mémoire parce qu'on l'a déjà vécu, des enveloppes fermées, puis ça créait plein de problèmes. On avait des enveloppes attitrées par organisme, participateur. C'était une gestion dégueulasse à faire, là. Ils s'en souviennent plus de ça. Ça fait en sorte que tu te dépêches à présenter tous tes contrôles au début de l'année, puis quitte à pas les faire, tu les désengages après. Mais ça, c'est malsain. C'est sûr qu'on nous répond, ouais, mais il ne faudrait pas que vous fassiez ça. Ouais. C'est sûr que quand un groupe voit que l'autre à côté le fait, ben, il le fait. Puis, c'est un peu comme de dire gérer la gestion de l'offre, pas de plan conjoint. Ben, ça va être sa limite, ça va durer 3 mois. C'est un peu la problématique qu'on voit. Martin, veux-tu rajouter quelque chose? C'est sûr que par rapport au contexte, c'est 4 millions de moins par année qu'on a à gérer en enveloppe fermée. C'est plus une enveloppe ouverte comme avant, puis ça, c'est un message important. Sauf que l'action qui a été prise, c'est qu'on a coupé dans les bonifications normalement. C'est ça là, la logique qu'il faut essayer de comprendre, puis c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Puis c'est sûr qu'on va être à l'écoute de toute solution qu'on va pouvoir trouver pour être capable de gérer en enveloppe fermée. Puis, c'est pas vrai qu'on va revenir pareil comme dans le passé, puis qu'on va dire go développer, puis c'est plus une enveloppe ouverte là, comme c'était avant. Ça, il faut composer avec ça. Par contre, il y a des bonnes pratiques de gestion comme envoyer les contrats à temps. Normalement,
à essayer d'indiquer sur les contrats ben, le plus possible les valeurs que le client va utiliser dans l'année, pas faire exprès pour accoter ça au maximum, là, pour être sûr de. Si on engage tout au maximum, c'est sûr qu'on va manquer d'argent, puis pas rien qu'au mois d'octobre, là, si on reçoit tous les contrats très tôt, tout engagé full, ben, au mois de juillet, on va vous dire il reste plus d'argent, puis on va tout se ramasser de même, puis ça ne marchera pas, là, on ne veut pas ça. Là. Donc, ce qu'on vous demande, là, c'est qu'on faut le travailler ensemble, ça, les engagements. Envoyez vos contrats le plus tôt possible pour qu'on ait un bon portrait de situation, pour qu'on sache, bon, mais il en manque-tu en quelque part, y a-t-il des ajustements à faire? Essayez de faire des contrats le plus réalistes sur les besoins des producteurs. Puis normalement, ça devrait passer. Au niveau du budget, là, globalement, ça a été planifié pour que ça passe. Là. Il y a certains réajustements qu'on peut faire. Par contre, là, on ne peut pas s'avancer encore beaucoup là-dessus. Présentement, là, on a de la misère à avoir le portrait complet de ce qui se passe. Je vous parle de Chaudière-Appalaches. Moi, je suis à peu près juste à 50 de mes contrats reçus normalement. Fait qu'on est dans le néant complet. Puis j'ai l'impression que dans plusieurs régions du Québec, c'est assez différent là, comme situation, mais on demande votre collaboration là-dedans pour qu'on ait la meilleure information possible. Là. Merci, Martin. Patricia? Ben, je comprends, Martin, qu'il faut envoyer nos contrats les plus justes possibles. Ça c'est fait. Mais en même temps, il y a un contexte. En tout cas, nous autres, dans la région, on a eu des surprises dans le sens qu'au niveau du privé, on voit vraiment un roulement, ce qui fait qu'on se retrouve avec des clients, par exemple, qu'on ne faisait pas la phyto habituellement, puis que maintenant, cette année, on a fait beaucoup de phyto qui n'étaient pas prévus. Donc, c'est bien beau de dire qu'on ne manquera pas d'argent, mais c'est dans un contexte où ça serait le statu quo. Ce qu'on vit, nous autres, c'est pas ça. On a une équipe quand même qui a pas mal d'expérience, puis avec tout le roulement, il y a vraiment, dans le privé, là, il y a des secteurs, ils n'en font plus de suivi. Là. Donc, même si on planifie tout, en tout cas, ça va être de voir c'est quoi le message, là, parce c'est ça veut dire qu'on ne prend plus de nouveaux clients, ça veut dire qu'on ne développe plus chez nos clients. C'est ça que le MAPAC veut, Mm-hmm. Je pense pas. Je pense que la pire des choses qu'on ne voudrait pas qu'il arrive, c'est de périmer de l'argent. Puis là, présentement, moi, le plus gros problème présentement, c'est qu'on n'a pas le portrait. On ne sait pas ce que c'est à table. Ce n'est pas parce qu'il y a une région qui défonce que c'est partout pareil au Québec. Il y a des réseaux qui sont à côté, puis il y a des réseaux qui restent de l'argent en masse. Fait que c'est sûr que ça, c'est bien, bien difficile là, à gérer. Le plus possible, on va avoir notre portrait rapidement, qu'on va avoir reçu tous nos contrats, puis qu'on va avoir un portrait provincial. C'est juste après qu'on va être capable de gérer. Moi, mon plus gros problème, c'est que j'ai 900 contrats qui ne sont pas rentrés encore par rapport à l'année passée. Auparavant, on demandait au club de nous transmettre les informations au 31 octobre. J'ai encore une douzaine de conseillers inscrits, moi, qui n'ont pas rien envoyé aujourd'hui. Ça aussi, c'est une autre réalité. C'est pas de même dans toutes les régions, puis c'est pas vrai que. Oui, je comprends que ça fait partie des irritants, mais c'est pas. Même si on a tous les contrats d'avance, ça ne sera pas la solution, il va en manquer d'argent. Mais c'est ça, peut-être dans un réseau, mais pas provincialement. C'est sûr qu'on va trouver des solutions provinciales, mais pour ça, ça prend un portrait. Oui. J'ai pas compris. Je pense que c'est à moi. Oui, c'est à toi, Louise. Ben, pour répondre à Martin, le problème, je pense, une des sources du problème, pourquoi il y a des contrats de ne pas déposer encore par certains dispensataires, c'est parce qu'on doit avoir l'adhésion des producteurs pour pouvoir déposer le contrat. Puis là, les producteurs sont au champ. Ben, en tout cas, c'est un peu. Je suis désolé, mais il va falloir avancer plus vite que ça. On est capable de saisir des contrats, pas de formulaire d'adhésion, pour être capable d'avancer. Le formulaire d'adhésion, on va le demander, mais juste pour le paiement. Oui, c'est ça. Attendez pas d'avoir le formulaire d'adhésion pour envoyer vos contrats. C'est ça qui. Oui, je comprends, c'est vrai que ça nous retarde, mais attendez pas, s'il vous plaît, envoyez vos contrats, même s'il manque le formulaire d'adhésion.
En agro-environnement, c'est très facile. Tout est à 75 %. On ne taponne plus avec deux taux, là. Fait que tout est à 75. C'est pas mal plus facile à décider. À la limite, on gérera le détail du service, on l'applique comment, dans quelle activité plus tard. Fait que ça va être important là, de bien connaître exactement c'est quoi le besoin. Présentement, là, on n'est même pas capable de dire c'est quoi les besoins parce que les contrats ne sont pas tous rentrés. Attendez pas d'avoir tous des dossiers complets, tout parfaits avec les formulaires d'adhésion. Envoyez vos contrats, s'il vous plaît. Présentement, on n'est même pas capable de gérer parce qu'on n'a pas toute l'information. Bien, c'est ça. Je ne veux pas dire que c'est l'ensemble des dispensateurs. Nous, on les a payés nos contrats, mais je veux dire qu'il y en a plusieurs qui vont faire un envoi à leur producteur. C'est probablement pour ça que ça bloque à quelque part. Je ne parle pas pour ProConseil, là, on a déjà tout déposé, mais c'est probablement là d'où vient la différence. Là. Je sais qu'en Montérégie, au niveau des contrats, sont pas mal entrés, mais il en manque encore. Puis ça demande quand même beaucoup d'administration de la part des dispensateurs parce que ça demande, c'est ça, beaucoup de suivi auprès des producteurs, comme je vous dis, qui sont au champ. Alors, c'est là la difficulté, je pense, pour plusieurs dispensateurs à déposer. Patricia l'a dit, là, nous, c'est 1 million à Montérégie là, qui manque par rapport à ce qu'on a versé l'an passé. Puis c'est pas juste au niveau des bonifications régionales qu'on a pas non plus en Montérégie, nous non plus, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est peut-être, oui, en lien avec la bonification, le bio-relève qui a diminué, mais c'est quand même 1 million de moins là, qu'on va verser en subvention au niveau de la Montérégie. Merci. Donc, je pense que c'est le commentaire de Martin, ben, on va le passer dans les régions aussi. Là, tu sais, même si les fiches de producteurs ne sont pas toutes rentrées, ben, déposer les contrats quand même pour avoir un aperçu rapide là, des besoins des régions. C'est sûr que la plupart des gens attendent que les fiches de producteurs soient toutes remplies et déposer le contrat. C'est le message, ça passera. Merci. Ben, c'est pas vrai pour la majorité, ça. Nos contrats, on les a tous envoyés, ça fait longtemps. On est rendu à réenvoyer les ajustements de contrat. Là. On a tout envoyé nos augmentations d'heures. Là. Donc, je pense pas que c'est. Il y a eu aussi un délai On pour n'est comme vraiment des pas tout égal, toutes les régions ouais. là-dedans. Mais en tout cas, ultimement, là, ça serait bien facile de se lancer à la balle. C'est de la faute de qui, mais il va en manquer de l'argent tantôt. Puis le signal que ça envoie, c'est développer plus. Ça, c'est clair. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Patricia, désolé. Il n'en manque pas d'argent. Présentement, il n'en manque pas. Il est juste peut-être mal réparti entre les régions. Mais cette année, là, j'ai pas mal plus peur de périmer de l'argent parce qu'on va en avoir qui est mal attribué. Cette année, si on ne développe pas, mais c'est comme si on disait pour les 5 prochaines années, asseyez-vous sur votre steak. C'est ça le message qu'on a. J'ai la même opinion que Martin. Je pense qu'il ne manquera pas d'argent, mais le fait de la fermer par réseau, c'est là qu'on risque d'en manquer. On l'a vu, on n'est pas en train de développer le nombre de producteurs, là, ça diminue. Le taux de subvention par producteur diminue. L'année passée, ça coûtait 34 millions. Cette année, on a 30 millions. Mais il n'y a plus de bonification. Le nombre de producteurs diminue. Je ne pense pas qu'il en manque. C'est juste que le problème de fermer les enveloppes, c'est là qu'on va se retrouver. Sur papier, là, provincialement, là, le montant de la coupure, ça équivaut exactement à la bonification qui a été coupée, bonification relève puis bonification bio. Ça veut dire qu'on n'augmente plus. Puis l'autre affaire qu'on ne sait pas encore, c'est au niveau du prime vert. Moi, je suis inquiète parce que quand on regarde les actions qu'il y a là-dedans, il y a des choses avant qui étaient financées dans le prime vert, puis que maintenant, on dit que ça va s'enligner pour se faire dans le PSC. Donc, c'est comme si on pitche tout dans le PSC, tu sais, donc il va y avoir un problème de temps. Ça, c'est difficile à se prononcer quand on n'a pas le prime vert. Oui, mais quand on regarde les actions qui sont dans le prime vert, qui sont dans le PSC, là, la liste, c'est des choses avant qui étaient financées dans le prime vert. Donc, moi, ça ne sent pas bon, là. Ah, c'est certain que si on voit ces choses-là, il va falloir les soulever. Moi, je veux aussi vous dire que on a vu une diminution dans d'autres secteurs. Puis c'est une enveloppe globale. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste l'agro-environnement qu'on gère. On gère de la gestion, on gère des services techniques.
En gestion et dans le technique, là, ça suit beaucoup les autres programmes du ministère. Donc, dernièrement, il n'y a pas eu tant de programmes du ministère qui forçaient à la réalisation, mettons, d'un plan d'affaires. Mais ça fait diminuer les demandes en gestion. Puis nous autres, il n'y a rien qui nous empêche de prendre de l'argent en gestion puis d'en remettre plus en agro-environnement. Fait que c'est tout, au final, des vases communicants. Oui, mais on a nos maudits maximums annuels, quinquennaux, qui vont encore nous bloquer aussi. Ça, c'est l'autre affaire, mais on ne passera pas l'avant-midi là-dessus. Là. Non. Il y avait Manon Lacharité qui avait la main levée depuis quelques minutes. Oui, ben c'est ça, moi, je couvre le réseau, excusez, Montréal-Laval, Lanaudière. Je voulais juste renchérir ce que Martin disait. Moi, dans ma région, cette année, j'ai en masse d'argent. Centre du Québec en masse d'argent. Fait que c'est vraiment une région, je pense, qui est problématique au Québec. La chose que Martin disait, c'est important d'envoyer les contrats. Nous, qu'est-ce qu'on se fait dire beaucoup aussi, c'est dépêchez-vous d'envoyer votre facturation. C'est ça qui va nous permettre de libérer l'argent. Tant qu'on n'a pas les factures, on ne pourra pas libérer l'argent. Fait que je voulais juste rajouter ça. Puis, je pense qu'on va faire cette année, puis l'année prochaine, on verra, là, on va avoir une meilleure image de qu'est-ce qui se passe à grandeur du Québec. Merci. Donc, est-ce que ça irait pour le plan d'action? Il n'y a pas d'autres questions? Commentaires? Il y a d'autres choses, on pourra y revenir à la fin. Oui, puis comme Justin l'a mentionné, c'est un point qu'on aborde aussi dans les tournées régionales. Donc, je vais passer au point suivi du budget. En fait, j'ai fait un suivi. En fait, vous avez le budget 2023 qui avait été présenté à l'AGA. J'ai fait un suivi de ce qui est réalisé au 30 septembre 2023. Donc, il n'y a pas de surprise. Je pense qu'on s'enligne vers une année où on va réaliser là, grosso modo les prévisions budgétaires là, qui avaient été présenté. Excusez, je vois juste un petit chat. De notre côté, on est à jour dans la saisie de... Excusez-moi, ça a disparu. Je vais juste le relire parce que c'est en lien avec le sujet qu'on vient de discuter. Fait qu'avant de commencer le budget, on va terminer. Donc, de notre côté, on est à jour dans la saisie de nos contrats et on est à moins de 50% des contrats saisis de l'an dernier. Bref, on n'a pas le portrait pour vous dire si on va manquer ou non d'argent. Donc, c'est un peu, là, ça revient un peu à ce qui était dit, un manque d'informations pour être capable de voir là, comment ça va se passer au niveau des enveloppes budgétaires. Donc, je reviens au budget. Donc, au niveau des revenus, on a en fait, là, vous voyez, on est rendu. Là, il nous reste au 30 septembre, c'est-à-dire qu'il nous reste encore 3 mois d'opération. Donc, on a des revenus de cotisation, donc il reste encore là, des montants à venir. Instance et représentation, en gros, ce sont les revenus du congrès 2023 et en gros, c'est ça. Service aux organisations, c'est surtout en fait les références économiques du CRAC et puis ce qui est les frais qui sont chargés pour l'administration de l'assurance collective. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas toutes été facturées encore. Les différents projets, c'est les rencontres des grands troupeaux laitiers qui est à venir, donc on n'a pas les revenus là. Il y a un revenu de fermier pour la transition climatique, une organisation avec qui on collabore, là, entre autres en agro-environnement, où on est allé chercher des sous pour l'organisation d'activités collectives qui sont organisées par les clubs. Il y a le projet de chef laitière aussi, donc en gros c'est ça. Au niveau des formations, il manque toutes les formations annuelles là, qui n'ont pas eu lieu encore. Aussi la formation changement climatique, la deuxième cohorte qui a débuté. Au niveau des outils informatiques, là, ce sont les revenus là, ce qui est facturé mensuellement et un critère web là, qui n'a pas encore été facturé. Au niveau des assurances et des assurances collectives, donc ce qu'on retrouve en revenus, ça retrouve en dépenses, les intérêts et autres produits. Donc, on arrive présentement au 30 septembre à 1 700 000 de revenus par rapport à 2 300 quelques mille là, au niveau du total de l'année qui était prévu, ce qui fait qu'on est à peu près à, je crois, 73-74% des revenus là, qui sont arrivés. Donc, on maintient le cap. Au niveau des dépenses. Donc, je ne vais peut-être pas refiler toutes les dépenses une par une, là, mais bref, au niveau salaire et avantages sociaux, ça risque d'être un petit peu moins élevé à cause des différents changements qui sont survenus dans l'année. Au niveau des honoraires, en fait, on avait prévu un petit peu plus de secrétariat, de ce qui a été utilisé, là, du secrétariat à l'externe avec l'UPA, entre autres, puis peut-être quelques autres petites choses là, qui sont pas encore facturées. Instance et représentation, c'est entre autres les dépenses du congrès et tournées régionales et CA, tout ça. Service aux organisations, il manque en fait la dépense pour les références économiques du CRAAC
et aussi service de deuxième ligne de mentorat. Au niveau des projets, ben, ce sont toutes les dépenses en lien avec les projets. Donc, là, il manque les grands troupeaux. Bon, il manque différentes choses, mais en gros, là, on devrait, ces dépenses-là vont arriver, on va devoir les assumer. Au niveau des formations, ben, entre autres les formations annuelles là, qui n'ont pas eu lieu encore. Outils informatiques, ben, il reste des dépenses à venir, il reste un montant pour Solstice. On a eu par contre quelques frais de consultation moins élevés, frais d'entretien un petit peu moins élevés aussi, donc voilà. Les frais de bureau, publicité, promotion, les assurances collectives, comme j'ai dit tantôt, là, c'est le revenu, il y a un gros revenu, il y a une grosse dépense. Donc, quelques revenus d'intérêt. On avait mis des amortissements totaux de 470 000. Là, je voulais pas que le réaliser, en fait, le soit embelli parce que il n'y avait pas de montant d'amortissement de vie, donc j'ai mis l'amortissement en 3/4. Excusez, je vais juste admettre les deux personnes qui se sont connectées. Donc, on arrive à un total de 1 700 000 sur 2,5 millions. Donc, on regarde les revenus moins dépenses, moins 89 000, moins 205 000, en fait, là, qui était prévu au budget. Je pense qu'on devrait s'enligner peut-être, je pense pas qu'on va faire une année pire que ce qu'on avait prévu, peut-être un petit peu mieux, mais on devrait être quand même là, dans la réalisation de ce qui avait été budget. Donc, tu as un commentaire, Juste mentionner par rapport à ça, on ne voit pas les flux de trésorerie ici. Par contre, au conseil d'administration, on demande tout le temps d'avoir un tableau sur les flux de trésorerie pour voir un peu au niveau du fonds de roulement, de quelle façon ça se comporte. Et cette année, ben, on s'en doutait, là, mais il y a eu une période où, au niveau du fonds de roulement, on commençait à respirer dans un sac en papier. On commençait à vivre un petit peu les difficultés de nos organisations parce que le programme tardait à sortir. Donc, ça, on l'a mentionné au MAPAC, là, que c'est important. L'année passée, quand ils ont décidé de demander au réseau d'utiliser le surplus cumulé, ben, on les avait rencontrés pour leur demander c'était quoi le plan B, parce que ces surplus-là, ils servaient beaucoup à aider nos dispensateurs là, le temps que l'argent soit disponible là, dans les réseaux. Puis, on a dit, puis le programme tarde à sortir, puis qu'il n'y a pas de plan B, ben, c'est nos dispensateurs qui vont avoir des difficultés. On s'est fait dire, il n'y a pas de plan B, ça va sortir vite, une chance. Ils se sont rétractés, puis ils ont offert 3 mois là, d'historique au réseau là, pour pallier à ces petites problématiques-là. Parce que on a vu rendu à la fin de l'année que c'était long avant qu'on se fasse rembourser, mais on s'en doutait, puis on est là pour essayer de soutenir nos organisations. On n'a pas commencé à changer des intérêts là, parce que l'argent ne rentrait pas. On savait que vous aviez de la misère un petit peu parce que l'argent ne rentrait pas dans vos organisations. On l'a vécu, nous autres aussi. Juste pour dire qu'on a quand même été là pour essayer de vous soutenir là-dedans. On est conscient qu'on est le premier intervenant que vous allez retenir le paiement avant quand il y a des difficultés de fonds de roulement. Je pense qu'il y a eu une compréhension au MAPAC là, que même si tu fais tout que le programme sorte vite, ça se peut que ça tarde un peu. Donc, si je poursuis avec la collaboration au projet et au comité, en fait, je vais avec les webinaires là, qui ont été présentés en 2023. Donc, on a eu une dizaine de webinaires. Entre autres, on avait eu une demande de la part des membres en fait, parler de l'offre de service de chacun des groupes ou clubs. Donc, il y a eu un sondage qui a été fait, puis ensuite un webinaire là, où les gens ont échangé sur c'est quoi le tarif chargé pour les services conseils, la structure au niveau du membership, est-ce que les gens sont membres, ils ont un tarif à l'heure moins cher quand ils sont membres, tout ça. Donc, ça a été réalisé. On a présenté le profil de poste en agro-environnement qui avait été réalisé là, surtout en 2022, donc on l'a présenté à ceux qui étaient intéressés. On a également refait la présentation sur les fertilisants. J'allais dire les nouveautés dans les fertilisants, mais il n'y a pas tant de nouveautés. Il y a Solio et Synagri qui ont participé à cette présentation-là. C'est une présentation. Chaque année, on se demande est-ce qu'on la refait parce que ça reste un petit peu redondant, mais il y a quand même une bonne participation, donc on pense qu'il y a un besoin. Présentation Trello et Asana qui a été faite par VIA, qui sont deux outils là, de gestion de gestion de projet, gestion de tâches.
Responsabilité civile, qui est un webinaire qui a été présenté par Ken Lamar au printemps. On a également au printemps eu un webinaire sur les perspectives économiques présenté par Christian Harley. Ensuite, à l'automne, webinaire sur les coopératives et OBNL en production agricole le 6 septembre. On a aussi un webinaire sur la loi C208 au début du mois d'octobre. On va avoir un deuxième webinaire à ce sujet-là, je vais vous envoyer, moi ou peut-être Jérémy, mon remplaçant, surveiller vos courriels, en fait, là, sur un deuxième webinaire qu'on va présenter sur la loi C208. Il restait encore des questions, des choses pas éclaircies lors du premier. Donc, le deuxième webinaire va être le vendredi 24 novembre, si je me souviens bien, avec Marc Saint-Roch, qui est fiscaliste à l'UPA. On a aussi, cette semaine, vendredi matin, le webinaire sur le marché des grains, qui est devenu un peu une tradition avec Jean-Philippe Boucher. Puis, 23 novembre, là, c'est un webinaire, là, mais plus une rencontre de discussion là, entre les conseillers en gestion, surtout, entre les conseillers qui utilisent Biagritel, bref, là, pour harmoniser les transactions. Donc, c'est là où les gens apportent les transactions, qui leur amènent des questions. Puis, il y a une discussion qui est faite, là, c'est plus avec Ginette et avec Léa, là, sur la meilleure façon de saisir les données, là, pour avoir une certaine harmonisation au niveau de la saisie de données dans Biagritel. Possibilité, là, on avait fait l'année passée un webinaire ou une formation sur les nouveautés dans SIGA Evo. Il y a des discussions, là, ça pourra peut-être être quelque chose là, qui sera fait d'ici Noël ou début janvier. SIGA est toujours intéressé là, à présenter. On avait aussi annoncé un webinaire sur les milieux humides, puis je sais qu'on a des demandes là-dessus. La personne est tombée en congé pour une période indéterminée, donc là, ça, c'est reporté malheureusement. Donc, voilà pour les webinaires au niveau des formations. Comme dit tantôt, on a fait les pépinières de printemps, on a fait les pépinières d'automne. Cette année, ce qu'on remarque, ça va être également un point qui va être amené en région. Il y a une diminution de la participation. Donc, ça va être un point qu'on va discuter avec les membres en région. Au niveau des formations annuelles, 5 formations, comme je disais tantôt, désamorcer les conflits, initiation à la gestion stratégique, qui est planification stratégique, mobilisation des équipes. Ça, c'est avec Alexandre Rousseau qui a déjà donné une conférence à un de nos congrès. Gestion du carbone dans les sols agricoles, puis accompagnement des entreprises en difficulté financière. Donc, on a des bons groupes, là, je pense que ça va être des journées fort intéressantes. Ensuite, je fais un petit rappel, je pense que vous les connaissez, là, mais Pierre est reconnu comme promoteur collectif auprès de la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT. Donc, c'est pour ça que suite aux formations, on vous fait toujours signer une petite feuille de présence. Ensuite, on vous recontacte pour vous demander votre relevé de paye parce que les participants aux formations ont accès à un montant de 50% de leur salaire pour les heures qui passent en formation, jusqu'à un taux maximal de 25 $ de l'heure, mais quand même, ça peut être intéressant. Ça vient, on fait déjà, c'est grâce au CPMT qu'on peut offrir des formations à un coût aussi bas, parce que le CPMT va subventionner le développement des formations, mais aussi la participation, le salaire des participants. Donc, c'est quand même intéressant. Ça vient, contrebalancer le coût d'inscription, donc ça devient intéressant. Patricia, tu avais une question? Oui, si on a des formations qu'on veut faire à l'interne, par exemple plus RH ou des choses comme ça pour nos employés, est-ce que c'est complexe? Est-ce que cette demande, ce genre de demande-là, est-ce que VIA pourrait nous accompagner là-dedans ou ça ne vaut pas vraiment la peine? Tu veux dire pour faire des formations RH à l'interne? En fait, si on vous accompagne, il faudra qu'il y ait une ouverture à les ouvrir à tous, par exemple. OK. Parce que mettons qu'on a ciblé certains types de formations qui étaient plus onéreuses, puis on se disait, bon, par exemple, si 50% du salaire de nos employés était payé, ça aide à prendre la pilule. Oui. Ah oui, je comprends. Mais on pourrait regarder ça ensemble, Patricia, mais c'est sûr que, si on le ferait, moi, en tant que promoteur collectif, c'est que je suis une organisation provinciale qui offre ça à un ensemble d'organisations. Fait qu'il faut que ce soit ouvert à tous, mais ça n'empêche pas que si vous avez des idées, on est toujours ouvert à vos idées de formation, puis on pourrait regarder ça ensemble, oui. OK. C'est bon, merci. Autre question, maintenant? Ça va. Donc, si je poursuis, autre implication de VIA en 2023, il y a toujours l'analyse de groupe comparative des formules de groupe. Ça, c'est pour, là, présentement, on est à finaliser ça. C'est pour les données de 2022. On travaille toujours avec l'Union pour le changement climatique, qui est une organisation nationale où toutes les provinces sont incluses, mais jusqu'à maintenant, je pense que
la façon, l'implication avec le permis de changement climatique va changer un petit peu, c'est ce que je sens là, dans ce qui est discuté. Mais jusqu'à maintenant, là, eux, leur priorité, c'est vraiment d'informer. Il y a un programme de mentorat auprès des fermes pour les sensibiliser au changement climatique. Donc, ils visent, entre autres, développer les connaissances sur l'azote, sur les cultures de couverture. Puis, au Québec, ils ont passé à travers VIA pour travailler avec nos membres pour transmettre ces connaissances-là aux producteurs. Donc, c'est ce qui se fait un peu déjà à travers nos membres, à travers les conseillers en agro, mais ça nous a donné accès à un peu de sous pour des activités collectives, surtout, qui ont été organisées par les clubs. On participe toujours aussi là, au projet Sentinelle IPA. Il y a aussi un webinaire qui a été fait sur la loi 25 avec une avocate de BHLF. Il y a aussi une entente là, négociée avec BHLF pour les membres de VIA pour avoir le service de BHLF à un coût un peu moindre. On fait partie, en fait, je vais juste dire la même chose, du comité directeur du Réseau québécois de recherche en agriculture durable. C'est à temps demi-temps avec la CSC. Donc, on assiste aux réunions, on sait ce qui se passe, en fait, l'objectif de ça, c'est un peu de rapprocher la recherche avec le terrain. Donc, c'est notre objectif là-dedans. On est aussi impliqué dans le fonds d'investissement monétaire là, avec l'Association des producteurs maraîchers du Québec. On est dans la chambre de coordination. Donc, l'objectif, là, c'est pas encore très actif, mais ça va le devenir dans les prochains mois, prochaines années. C'est vraiment de prioriser, en fait, l'argent disponible qui est là pour financer des projets de recherche. Donc, sûrement que ça, je vais faire appel à vous, ceux qui sont dans le maraîcher, là, bien évidemment, pour mieux connaître c'est quoi les priorités de recherche à ce sujet-là. On a aussi fait un autre projet avec Agri-Climat, là, où on a travaillé là, pour rédiger leur cahier de charge. Agri-Climat qui veut développer un outil informatique pour leur diagnostic. Donc, on a travaillé avec eux à ce niveau-là. Je m'en vais dans les outils informatiques. Je ne vais pas non plus aller dans les gros détails au niveau des outils informatiques parce que c'est quelque chose qu'on va reprendre en région, mais quand même, je vais en faire un survol. Pour Via Ferti, en 2023, en fait, il y a eu une formation de Via Ferti au pépinière de formation. Il y a un sondage qui a été réalisé aux utilisateurs pour la gestion des priorités. Eric fait toujours des petites sessions questions-réponses. Il y en a une quinzaine cette année. Des fois, il anime ça avec une petite capsule. Donc, 4 participants en moyenne. Donc, des fois, il y en avait plus, des fois, il y en avait moins. Mais il est toujours ouvert. Si vous avez des petits sujets que vous aimeriez qu'il traite, il est toujours ouvert. Il y a aussi eu, ça c'est plus à l'interne avec l'équipe, en fait, là, la mise en place d'outils pour faciliter le suivi là, des développements. Donc, ça, c'est plus à l'interne avec VIA. Ensuite, Via Ferti, ça, c'est la liste des développements qui ont été réalisés. Donc, ça, c'est une multitude de choses là, que je ne vais pas nommer un par un. Ensuite, on a eu le rapport de show, exportation en annexe 6, fertilisation de la culture suivante. Il y a aussi eu récemment, qui a quand même été une grosse mise à jour là, de l'infrastructure de serveurs, finalement. Ça, on essaie que ce soit le moins dérangeant pour les utilisateurs, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est un peu plate parce que c'est quand même un gros effort, mais ça n'améliore pas nécessairement la solution, mais ça permet de la maintenir puis d'assurer son fonctionnement. Via Ferti, je sais qu'il y a un commentaire dans le chat, je vais juste terminer. Via Ferti, cette année, il y a eu 4677 dossiers qui ont été réalisés par rapport à 3748 en 2022 et il y a eu l'ouverture au privé. Je vais juste aller voir dans le chat. Je n'ai pas bien compris votre implication auprès du RQRAD. En fait, on fait partie du comité directeur. C'est juste que on est là, je crois. Là, une année sur deux. Il y a une année que c'est la CSC qui a notre siège dans le comité directeur. L'autre année, c'est l'IA qui siège à ce comité-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je suis vraiment nouvelle à ce niveau-là. Mais comme, entre autres, j'assistais à une réunion où ils ont présenté leur plan d'action. C'était vraiment la présentation. Les discussions avaient déjà eu lieu, là, auxquelles je n'avais pas participé. Mais bon, on a approuvé le plan d'action de RQRAD. Puis on a pu poser des questions, tout ça. Fait que, voilà. Donc, parfait. Donc, je continue avec Via Agritel. En 2023, il y a également eu une formation de Via Agritel aux pépinières. Les développements qui ont été faits, on en a fait dans la chef laitière. Il y a également eu la mise à jour du serveur. Au niveau de la production antiricole, il y a quelque chose qui est en cours. La DDC a été transmise à Testra.
Au niveau de la synchronisation, ça, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Il y a beaucoup de temps qui est mis actuellement sur la synchronisation. Ça, c'est une grosse EDC qu'on veut mettre en place rapidement, qui devrait améliorer beaucoup le fonctionnement. Ce qui s'en vient aussi, ce qui est en préparation, c'est l'ajout de grandes cultures biologiques. Ça, c'est plus dans notre cours. Il y a également eu un sondage aux utilisateurs, puis pour connaître les priorités de développement qui a été réalisé. Au niveau de budgétaire, on en a parlé un petit peu. Il y a eu la rédaction du cahier de charge, la consultation des membres, le vote en AGA. Ensuite, on est allé chercher une subvention de 250 000. Il y a eu des rencontres de comités qui se sont faites, les travaux ont commencé. Donc, le projet est démarré, là, puis ça roule. Donc, voilà. C'est à toi, Ghislain. Est-ce qu'il y a des questions sur les différents projets, les logiciels, tout ça, avant de passer aux événements à venir? Louise. Oui, j'aimerais ça savoir, Budgetel, est-ce qu'on sait c'est quoi l'implication en investissement des groupes? Pas encore tout à fait. Je suis là-dedans. Je pourrais, là, on est à voir avec la CEDAC au niveau du financement. Donc, je pourrais vous donner plus de nouvelles par après. OK, merci. Et quelqu'un demandait qui avait donné la subvention. En fait, quel organisme avait subventionné Budgetel? En fait, c'est au programme de transformation numérique en entrepreneuriat collectif. C'est géré notamment par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Je crois que c'est grâce au fait qu'on a été reconnu comme organisation pas collective, mais l'économie sociale. L'économie sociale. Merci, Michel. C'est ça que je cherchais. Merci, Michel. Donc, voilà. Donc, les événements à venir, il y a les tournées régionales. Cette année, vous avez pu remarquer que, on a changé, on peut toutes les faire en présentiel. Par contre, il y avait une consultation qu'on voulait faire un peu sur vos attentes par rapport aux tournées régionales. Donc, on va commencer tout de suite à y réfléchir parce que ça va être un sujet de discussion. Ça revient souvent au conseil d'administration. Y a-t-il lieu de changer le mode, la façon dont on les fait? Les sujets sont-ils pertinents? Y a-t-il des choses que vous attendez que vous attendez nous autres en région? On devrait-tu alterner virtuel une année, puis présentiel une autre année, puis alterner, mettons, les régions? C'est toutes des choses qu'on se posait comme question. Puis là, comme Hélène venait d'arriver à la direction générale, ça fait juste quelques semaines qu'elle est en fonction à temps plein sur ce poste. Puis elle vient tout juste de se faire remplacer par Jérémy. Hélène aussi respirait beaucoup dans un sac en papier à regarder les tournées régionales qui s'en venaient. Puis tout de suite, après les tournées, on tombe au grand troupeau. Donc, on a dû faire des choix. On dit, on va commencer au moins virtuel des régions qui nous prennent plus qu'une journée. Donc, l'Abitibi, Bas-Saint-Laurent, puis Saguenay-Lac-Saint-Jean. On aurait aimé les faire en présentiel. Par contre, à un moment donné, il a fallu qu'on fasse des choix parce que on dit à Hélène, délègue, mais à un moment donné, il n'y a plus personne à côté à qui déléguer. Il a fallu faire des priorisations. Donc, c'est pas pour ces régions-là, le voit comme on les trouvait moins importantes. C'est juste que c'est des régions qui nous demandent plus qu'une journée. Puis c'était comme trop le fait qu'Hélène venait juste de rentrer en fonction. Alors, on va se reprendre l'année prochaine. Là, puis il y a peut-être des régions aussi que dans le sondage, vont dire finalement, c'était mieux comme ça, on n'a pas eu à se déplacer. Fait que, on note tout là, dans les commentaires. Il y en a qui nous disent que c'était trop loin, ça valait pas la peine de se déplacer. C'est pour ça qu'on veut faire vraiment une consultation pour savoir si les tournées, ça correspond-tu à vos besoins? Y a-t-il des choses qu'on devrait changer? On devrait-tu faire ça en partie en web ou quelque chose? Fait que ça, durant ces rencontres-là, vous aurez à vous prononcer là-dessus. Puis les régions qu'on fait en web, vous allez déjà l'avoir vécu pour être capable de nous dire si vous souhaitez qu'on le fasse en présentiel ou qu'on continue en virtuel les prochaines années. Donc, prenez ça en note. Je pense qu'on veut vous voir. À date, il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions. On souhaite qu'il y en ait le plus possible. C'est notre vie associative, c'est collectif. Donc,
faut qu'on vous entende pour être capable de bien vous servir. 2 novembre, Abitibi, 14 novembre, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, 15 novembre, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, 16 novembre, Centre du Québec, Mauricie-Estrie, 28, Outaouais-Laurentides, Lanaudière, Ontario, le 29, Montérégie et le 30, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, soyez présents. Oui. Donc, les autres rendez-vous à venir, comme on mentionnait, tout de suite après tournée, le mois de décembre, le 12, 13 et 14 décembre, la rencontre des grands troupeaux laitiers. Donc, ceux qui veulent inviter des producteurs, allez-y. Je pense que ça va être très intéressant. Je pense que le comité a travaillé très fort pour amener une activité fort pertinente. Puis ensuite, l'OGA 2024, inscrivez ça immédiatement à vos agendas le 14 et 15 mars à l'hôtel Plaza de Québec. Je pense que le comité congrès travaille énormément à nous trouver des sujets pertinents et fort intéressants. Donc, pour nous, ça clôt la présentation qu'on avait à faire aujourd'hui. On a hâte de vous voir en région. Par contre, on prendra encore les questions ou les commentaires si vous en avez. On a le temps. Si vous n'en avez pas, ben on va vous laisser aller, puis on a hâte de vous revoir. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Bonne fin de journée.